Alors, on y va. La semaine dernière, je crois que c'était Iman Fessas, avait posé la question est-ce qu'on ne traite que des cas où il y a des symétries. Elle m'a lancé un petit défi, donc je le relève. On va voir pour une fois un exemple qui présente pas de symétrie. Alors, voici donc l'exemple. On va considérer une tige chargée, alors une tige de longueur L, qui se trouve sur un axe vertical et qui porte une charge Q uniformément répartie sur sa longueur. Et alors ma tige se trouve sur un axe vertical que je vais appeler l'axe OZ comme d'habitude. Et le point où je cherche le champ est le point P qui se trouve sur l'axe OX. D'accord? Un axe horizontal. Donc, dans un repère OX, OY, OZ, j'ai la tige qui se trouve sur l'axe OZ et le point P qui se trouve sur l'axe OX. Alors, si on regarde ça vu de dessus, voici comment ça se présente. Hein. Vous avez les deux axes OX, OY. Vous avez l'axe OZ qui est sortant de votre écran, dirigé vers vous, et mon point P qui se trouve sur l'axe X. Voilà. Donc, les choses vues de dessus. Donc, la tige, elle est sur la partie de l'axe Z qui est dirigée vers vous. Elle est du côté des Z positifs. D'accord? Donc, la tige est perpendiculaire à l'écran et du côté sortant de notre axe OZ. Voilà, pour situer les choses. Alors, on va rechercher les symétries, d'accord, pour trouver la direction du champ. Alors, première chose, on a le point P et notre tige qui se trouve sur l'axe OZ. Les deux, la tige et le point P, se trouvent dans le plan XOZ, d'accord, dans le plan OXOZ. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de composante EY pour le champ. Alors, ça se voit un petit peu mieux là-dessus. Vous voyez bien que la tige étant une tige qui sort perpendiculairement de l'écran, si vous cherchez le champ au point P, c'est évident que le champ va se trouver dans ce plan OXOZ et il n'y aura pas de composante EY pour ce champ. D'accord? Donc, on sait déjà qu'il n'y aura pas de composante EY. Par contre, eh bien, les axes OX et OY, on a beau chercher une symétrie par rapport à notre tige, eh bien, il n'y a pas de symétrie ni par rapport à l'axe OX, ni par rapport à l'axe Y pour la tige de longueur L, puisque elle est disposée comme ça. Elle ne sera symétrique ni par rapport, c'est-à-dire que c'est pas elle qui n'est pas symétrique, mais plutôt l'axe X ne sera pas un axe de symétrie pour la tige et l'axe Y ne sera pas non plus un axe de symétrie pour la tige. Donc, ce qu'on peut affirmer, c'est que EY va être nul, d'accord, puisque le champ va se trouver dans le plan OX, OZ. Par contre, les deux composantes EX et EZ elles existeront, elles ne seront pas nulles. D'accord? Alors, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va considérer un petit morceau de fil de longueur DL. Donc voilà ce qu'on fait comme d'habitude. On prend un petit morceau de tige de longueur DL. Alors, si la longueur DL est suffisamment petite, eh bien, la charge qui sera portée par cette longueur DL pourra être considérée comme une charge ponctuelle et je pourrais appliquer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à propos de charges ponctuelles. Donc, si je considère un petit élément de longueur DL, il va porter la charge dQ égale lambda DL. Cet élément de charge va créer un champ électrique. Alors, si je considère que la charge est positive,
eh bien le champ va être répulsif, le voici, il aura cette direction-là, c'est-à-dire la direction de la droite qui va de la charge vers le point P, donc ça aura cette direction-là, et j'aurai donc le champ DE qui aura cette direction. Alors, son module, ça sera quoi? Son module, eh bien, ça sera le module d'un champ qui serait créé par une charge ponctuelle qui se trouverait ici. Donc, DL se trouve à la distance R. Donc, je vais écrire que DE, c'est K dQ sur R carré. D'accord? Sachant que la charge est répartie sur la longueur de manière uniforme, eh bien, DQ, je vais écrire que c'est lambda DL. Alors, je vous rappelle que on cherche les composantes EX et EZ. Donc, je vais écrire que je vais chercher, je vais faire les projections. Donc, je décompose mon champ DE sur l'axe OX et sur l'axe OZ et j'obtiens DEX et qui sera toujours dans le sens positif, quel que soit le DL que je vais choisir. Donc, DEX égale à DE cosinus θ. Si j'appelle le θ cet angle-là, cet angle, vous voyez bien qu'il se retrouve ici. Hein. Donc, DEX, ça sera DE cosinus θ. Par contre, DEZ, quel que soit le DL que vous allez choisir, le DEZ, il sera orienté vers le bas parce que ce champ-là sera toujours incliné vers le bas par rapport à l'axe X. Et donc, ma composante DEZ, elle sera toujours vers le bas, donc elle sera négative. Donc, moins DE sinus θ. L'angle θ étant ici, vous voyez bien que le module de DEZ, c'est DE sinus, si l'angle θ est là, DE sinus θ. Ça va jusque-là? Donc, je répète, DEX, c'est DE cosinus θ, DEZ, c'est moins DE sinus θ, parce que tous les DEZ, quel que soit le DL, vont être orientés vers le bas. Alors maintenant, j'écris donc que DEX, c'est DE, c'est-à-dire K lambda DL sur R carré cosinus θ, et que DEZ, c'est moins K lambda DL sur R carré sinus θ. Alors, on a dans notre expression de DEX ou de DEZ, ben, vous voyez bien qu'il y a DL, il y a R et il y a l'angle θ. Alors, on a déjà rencontré ce genre de situation dans l'exercice qui portait sur une tige qui était placée de manière symétrique par rapport à l'axe X dans un exercice. Et on avait vu que si je changeais de place à mon petit élément DL, si je le mets ici par exemple, ben vous voyez bien que R va changer et que θ va changer aussi. C'est-à-dire que mes variables, quand j'écris DEX égale K lambda DL sur R carré cosinus θ, eh bien mes variables, c'est L, c'est R et c'est θ. Et ce sont des variables qui ne sont pas indépendantes. Elles dépendent les unes des autres. C'est-à-dire que si vous changez l'angle θ, eh ben vous changez la position de votre DL. Et quand vous changez θ, ben vous changez aussi la distance petit r. D'accord? Donc, DL, R et θ étant reliées entre elles, eh bien, elles varient toutes les trois. Eh bien, je vais essayer d'exprimer deux de ces variables en fonction de la troisième. Alors, on avait déjà en TD pour les groupes 1 et 3, on avait vu toutes les situations, c'est-à-dire qu'on avait fait tous les changements de variables possibles et on s'était rendu compte que le choix le plus judicieux, celui qui donnait l'intégrale la plus simple, c'était de tout écrire en fonction du θ. D'accord? Alors, j'écris donc que j'écris une relation entre l'angle θ et cette distance L. Alors, ce que j'ai appelé L, c'est la distance entre l'origine O et la position de mon élément de longueur DL. D'accord? L, ça veut dire que si je change de place à mon DL, eh bien, L va varier entre 0 et grand L. D'accord? Pour balayer
toute la longueur de la tige. Alors, j'écris donc que petit l sur x, alors c'est pour ce triangle rectangle, petit l c'est le côté opposé à l'angle et x c'est le côté adjacent à l'angle. D'accord? Donc si je fais l sur x, eh bien j'écris la tangente de l'angle θ. C'est bon? Alors, L sur X étant égal à tangente θ, eh bien, ça me donne L égale X tangente θ. Et pour avoir DL, eh bien, je cherche la différentielle. Donc, DL, ce sera X, puisque X, une fois que vous avez choisi votre point P, eh bien, X, c'est fixé, d'accord? Donc, X est une constante. Donc, quand je cherche la différentielle de X tangente θ, eh bien, ça me donne X multiplié par la différentielle de tangente θ. Alors, la différentielle de tangente θ, c'est quelque chose de connu. C'est dθ sur cosinus carré θ. Alors, d'un autre côté, j'ai aussi besoin d'avoir une relation entre R, la distance petit r, et cet angle θ. D'accord? Alors, si vous regardez bien, dans ce triangle rectangle, d'accord, R représente la longueur de l'hypoténuse et X représente la longueur du côté adjacent à l'angle. Donc, je vais dire que X, c'est R cosinus θ, X étant la projection de R sur l'axe X. Donc, X égale R cosinus θ. Ça veut dire que si je veux écrire R en fonction de θ, eh bien, j'écrirai que R, c'est X sur cosinus θ. C'est bon? Alors, j'aurais écrit mon DE qui est égal à K lambda dl sur R carré. D'accord? Donc, K lambda dl sur R carré. Alors, j'ai mis dans la même couleur les transformations que j'ai faites. Hein. dl, j'ai trouvé que c'était X dθ sur cosinus carré θ. D'accord? Alors, oui, j'ai oublié de mettre le X en vert aussi. Hein. Donc, à la place de dl, j'ai X dθ sur cosinus carré θ. Je note ça pour corriger ça sur le PDF que je vous enverrai. Alors, j'ai donc, à la place de dl, je mets X dθ sur cosinus carré θ. Et à la place de R carré, je mets X carré sur cosinus carré. Donc, X carré, R carré étant au dénominateur, je vais avoir le X carré qui sera au dénominateur et le cosinus carré θ au numérateur. D'accord? Alors, on regarde. Eh bien, j'ai un facteur X qui part et j'ai le terme en cosinus carré θ qui disparaît. Donc, j'ai DE égale K lambda dθ sur X. Ce qui fait que DEX, ben on a dit que DEX c'était DE cosinus θ. Donc, K lambda sur X dθ multiplié par cosinus θ. Et DEZ, j'ai dit que c'était moins DE sinus θ. D'accord? Donc, j'ai moins DE qui est K lambda sur X dθ multiplié par sinus θ. Est-ce que vous avez suivi? C'est bon? Voilà. À partir du moment où on a écrit les deux composantes, alors la composante horizontale et la composante verticale de mon vecteur DE, eh bien, je n'ai plus qu'à intégrer DEX pour avoir la composante EX et DEZ pour avoir la composante EZ. Alors, maintenant, quelles vont être les bornes de mon intégrale? Eh bien, pour pouvoir balayer la totalité de la longueur de la tige pour aller de 0 à grand L, eh bien, mon angle θ, il devra aller de 0 jusqu'à
cet angle qui est l'angle POPA. Alors, je refais un dessin. Voici, voici mon angle θ M, le maximum que peut prendre la valeur de θ, de l'angle θ. C'est bon? Alors, j'intègre. Donc, EX, ce sera l'intégrale entre 0 et θ M de k lambda sur x cosinus θ dθ. C'est ce que j'ai trouvé pour dEx. D'accord? Alors, l'intégrale de cosinus θ dθ, c'est sinus θ et c'est à prendre entre 0 et θm. Alors, je vous rappelle que le sinus de 0, c'est 0. Donc, je vais avoir comme résultat de mon intégrale k lambda sur x sinus θm. Alors, on va pas laisser ça comme ça parce que il faut qu'on écrive ça en fonction de la longueur de la tige, de la distance petit x, d'accord? Et pas en fonction de cet angle θm. Alors, on regarde, qu'est-ce que c'est que le sinus de θm? Eh bien, le sinus de θm, c'est OA divisé par AP, d'accord? Donc, le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, le sinus de θm, c'est L sur AP. Alors, ici, ben, L, je l'écris. La distance AP, eh bien, c'est la longueur de l'hypoténuse du triangle AOP, c'est-à-dire que c'est la racine de L carré plus X carré. Donc, ici, j'ai juste remplacé le sinus θm par L sur racine de x carré plus L carré. Et je regroupe le terme lambda L, puisque la charge est répartie de manière uniforme sur la longueur. Donc, si j'ai lambda multiplié par la totalité de la longueur, ça me donne la totalité de la charge. Donc, lambda L, c'est Q, la charge totale portée par la tige. Donc, EX égale à KQ sur X racine de X carré plus L carré. C'est bon? Alors maintenant, je passe... D'accord, très bien. Alors, je passe à la composante EZ. Alors, EZ, je vous rappelle que DEZ, c'est moins k lambda sur X sinus θ dθ. Alors, je dois là aussi intégrer de manière à balayer toute la longueur de la tige, donc entre θ égale 0 et θ égale θm. Donc, j'ai, alors, moins, parce que j'ai un signe moins ici, k lambda sur x, sinus θ dθ, et j'intègre ça entre 0 et θm. Alors, l'intégrale de moins sinus θ, c'est cosinus θ. Alors, si je prends ça, donc j'ai un signe plus, j'ai plus les signes moins. Je prends ça entre 0 et θm. Quand θ égale θm, ça me donne cosinus θm. Et quand θ égale 0, ça me donne 1. C'est bon? Alors, je réécris cette expression en écrivant le cosinus θm en fonction d'une donnée de mon exercice, c'est-à-dire en fonction des longueurs x, l, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que le cosinus de θm? Eh bien, le cosinus de θm, c'est OP divisé par AP. D'accord? Donc, OP, c'est x. AP, c'est racine carrée de L carré plus X carré. Donc, j'ai remplacé le cosinus θm par X sur racine de X carré plus L carré et j'obtiens cette expression. Alors, comme j'ai exprimé EX, une petite seconde, Bungabi, je finis juste ça. EX, je l'ai exprimé en fonction de la charge totale et EZ, je l'ai obtenu en fonction de lambda, donc je vais essayer quand même de l'écrire de la même façon, mon EZ. Donc, lambda, c'est la densité linéique de charge, et bien je peux dire que c'est Q, la charge totale divisée par la longueur totale. Donc, j'ai remplacé lambda par
Q sur L. J'ai fait rentrer le facteur X à l'intérieur du crochet. Donc ici, il va se simplifier. Et ici, il va rester au dénominateur. Donc j'ai KQ sur L, facteur 2, 1 sur racine de x carré plus L carré, moins 1 sur x. C'est bon? Voilà donc mes deux composantes, EX et EZ. Alors, il y avait Bungavi qui posait une question. Ah, on est où exactement? Dans quel cours? Alors, on est... D'accord, vous n'étiez pas au début de la séance. On est dans la suite du cours sur les densités, sur les distributions de charges, des calculs de champ et de potentiel créés par une distribution continue de charges. Alors on avait déjà traité d'accord. On avait déjà traité le cas d'une spire uniformément chargée en longueur. D'accord. On est toujours dans la charge répartie sur une longueur. Hein. Donc on avait vu ce qui se passait pour une spire et c'était un cas un peu facile où il y avait des symétries qui faisaient qu'on avait une seule composante à calculer et sur une question de votre camarade Imen Hissas, j'ai décidé de vous faire le calcul pour une fois d'une distribution de charge qui ne présente pas de symétrie, en tout cas qui présente pas trop de symétrie. D'accord. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, on a eu une seule composante à calculer pour le champ. Et bien ici, vous voyez, on s'est retrouvé avec deux composantes à calculer. D'accord. La composante X et la composante Z. Ça va, vous êtes dans le bain, Bungavi? Alors, vous n'avez pas compris la dernière étape de calcul de EZ. C'est Racha Djerali qui pose la question. De quelle étape vous parlez? Juste ça? Juste cette ligne-là? Alors? Racha, je vous écoute. L'expression en rouge. D'accord, ok. Peut-être que j'aurais dû détailler plus que ça. La toute dernière. D'accord. Alors, vous êtes d'accord jusqu'à cette ligne. Après, ça va plus. C'est ça? Alors, on a fait l'intégrale du DEZ qui était moins qu'à lambda sur x sinus θ de θ. On a intégré donc le sinus θ de θ entre 0 et θm. D'accord, on a obtenu cette expression. J'ai juste remplacé le cosinus θm par son expression en fonction des données de mon exercice qui sont x et l. D'accord? Il n'était pas question d'angle θ dans l'exercice, dans l'énoncé. Il était question que des distances x et l. Donc, j'ai réécrit mon cosinus θm en fonction de x et l. Alors, à partir de là, eh ben, j'aurais pu m'arrêter là, d'accord, à cette étape. Mais, comme dans l'expression de EX, eh bien, on a vu que il y avait le lambda L qui était égal à la charge totale, on a la charge Q qui apparaît dans l'expression de la composante X. Je me suis dit que j'allais pas exprimer EX en fonction de Q et EZ en fonction de lambda. Que si on choisit d'exprimer en fonction de Q, il faut que les deux soient en fonction de Q. Si vous choisissez de les exprimer en fonction de lambda, il faut que les deux soient en fonction de lambda. D'accord? Alors, maintenant, eh bien, dans mon expression de EZ, je vois pas apparaître L qui me permettrait d'écrire comme ici, lambda L égale Q. Ici, c'était évident, la charge Q apparaissait tout de suite. Ici, elle n'apparaît pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me rappelle
ce que c'est. Alors, je me rappelle ce que c'est que lambda. Lambda, c'est dq sur dl. Mais comme on vous dit que la charge est uniformément répartie sur la longueur, eh bien, ça veut dire que lambda est constante et que lambda, c'est pas seulement dq sur dl, c'est aussi q sur L, la charge totale, divisée par la longueur totale. Et ça, vous ne pouvez l'écrire que parce qu'on vous dit que la charge est uniformément répartie sur la longueur. À ce moment-là, eh bien, à la place de lambda, j'écris q sur L, d'accord? Et puis, mon facteur x, je l'ai introduit je l'ai distribué, comme vous dites, à l'intérieur du crochet. Donc ici, ça me donne x sur x racine de x2 plus L2, donc le x disparaît, et ici, je vais avoir moins 1 sur x. Je crois que vous aviez déjà compris avant que je détaille. C'est bon? Rachat, d'accord. Okay. D'accord. Alors, les remarques. Déjà, première remarque, c'est que mon point P, je l'ai mis sur l'axe OX, mais mon point P, j'aurais pu le mettre sur n'importe quel axe horizontal qui passerait par l'origine, d'accord? Je vais revenir à mon dessin de tout à l'heure, ma vue du dessus, d'accord? Mon point P, j'aurais pu le mettre sur l'axe Y. J'aurais pu le mettre sur un axe qui passerait comme ça. C'est-à-dire que tous les points P qui se trouvent sur un axe horizontal verraient la tige de la même façon. D'accord? Donc, le résultat que j'ai obtenu, eh bien, il peut s'appliquer à n'importe quel axe horizontal sur lequel je mettrai ce point P qui se trouverait à une distance petit r égale OP, c'est-à-dire que ma direction, j'ai choisi une direction privilégiée qui est la direction OX, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre direction horizontale qui part du point O et qui va vers l'extérieur, c'est-à-dire la direction qu'on a appelée jusqu'à maintenant la direction radiale. Donc, à ce moment-là, si je dis que la distance OP, c'est petit r, d'accord? Eh bien, je vais avoir comme composante du champ au point P, eh bien, une composante radiale qui va être la composante horizontale qui s'écrira, alors je vous rappelle qu'on avait obtenu EX égale KQ sur X racine de X carré plus L carré, eh bien, cette composante radiale, pour un point qui se trouverait à une distance petit r, mais sur un axe qui passe par l'origine O, c'est pas n'importe quelle direction radiale, eh bien, j'aurai une composante radiale qui vaudrait cette expression et une composante verticale qui vaudrait, alors à la place de x, j'ai mis r, voilà, qui vaudrait, donc j'aurai une composante radiale, une composante horizontale et une composante verticale. Voilà. Alors, deuxième remarque, c'est que si la longueur de la tige est très petite par rapport à la distance, eh bien, si je fais l'approximation, si L est très petite devant R, L carré sera négligeable devant R carré, d'accord? Donc, ER va tendre vers KQ sur R multiplié par racine de R carré, c'est-à-dire KQ sur R carré. Et pour la composante verticale, si petit l est très petit devant petit r, eh bien j'aurai L carré négligeable devant R carré. Donc j'aurai Q sur L sur 1 sur R, racine de R carré c'est R, moins 1 sur R, c'est-à-dire 0. Ça va? Conclusion. Eh bien, on a bien la tige. Si sa longueur est très petite devant la distance R, eh bien, cette tige, elle se comporte
comme une charge ponctuelle qui se trouverait au point O. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Ok. Bon, ben on continue. Donc on passe une distribution répartie en surface. Alors je vous préviens tout de suite, ça va encore être un cas où il y a des symétries, hein, sinon c'est trop compliqué. Alors, charge répartie en surface. Donc on va considérer une surface S qui porte donc un objet de surface S qui porte une charge Q. Alors, on va procéder de la même manière que pour la distribution linéique de charge, c'est-à-dire qu'on va découper notre surface en petits carrés, en petites surfaces ds. Chaque petite surface ds va porter une quantité de charge dq. Et si la surface ds est suffisamment petite, eh bien, on pourra considérer cette quantité de charge dq comme une charge ponctuelle et on pourra appliquer tous les résultats qu'on a obtenus pour les calculs de champ produits par des charges ponctuelles. Alors, évidemment, une fois que vous avez découpé votre surface en petits éléments de charge, eh bien, il faut que la somme de tous les éléments de charge vous donne la charge totale, et il faut que la somme de toutes les petites surfaces que vous avez délimitées vous donne la surface totale. Alors, cet élément de charge dQ qui est porté par le petit morceau de surface ds va produire un champ dE et un potentiel dV, c'est-à-dire une partie du champ, une contribution au champ total et une contribution au potentiel total. Alors, je vous ai fait le dessin dans le cas où la charge est positive pour pouvoir fixer le sens de notre vecteur dE. Donc, si cette surface est chargée positivement, eh bien, le petit élément de surface ds qui porte la charge dq va produire au point M un champ répulsif qui aura cette direction. Voilà. Alors, dès qu'on a affaire à une charge répartie en surface, eh bien, on définit ce qu'on appelle une densité surfacique de charge, c'est-à-dire une quantité de charge par unité de surface. Alors, son unité, c'est le coulomb par mètre carré. Et si sigma est constante, eh bien, on va pouvoir dire que la surface est uniformément chargée. D'accord? Le terme uniformément chargé, il est toujours lié à une densité de charge qui est constante. Alors, l'exemple qu'on va traiter, ça va être l'exemple du disque. Alors, c'est un exemple qu'on a traité en cours un petit peu avant le confinement, mais on va le reprendre. Alors, on a donc un disque de rayon R, de charge Q, qui est uniformément réparti sur sa surface, et on cherche le champ en un point perpendiculaire, un point de l'axe perpendiculaire au disque. Alors, voici mon disque. Je l'ai mis dans le plan OX, OY, c'est-à-dire que mon disque, il est en position horizontale, et mon point M pour lequel je cherche le champ se trouve sur l'axe Z, qui est l'axe vertical, donc perpendiculaire au plan OX ou Y, donc perpendiculaire au disque. D'accord? Alors, tout le disque est chargé sur toute sa surface. D'accord? Contrairement à la spire la dernière fois qui était chargée uniquement sur le contour, puisque la spire, c'est un fil que vous refermez pour former un cercle. D'accord? Ici, c'est un disque, c'est-à-dire que vous avez une surface qui est chargée.
Alors, on cherche donc les symétries pour avoir la direction du champ. Alors, on prend un petit élément de surface ds qui va porter la charge dq égale à sigma ds et on regarde quel est le champ qu'il produit au point M. Alors, le champ qu'il produit, ce petit morceau de disque, c'est un champ DE. Si ds est assez petite, je vais considérer la charge qui est portée par cette surface ds comme une charge ponctuelle et ça me donne le champ qui est produit par cette charge dq. Alors, ces composantes, je vais décomposer des E suivant une direction horizontale et une direction verticale. Donc, je vais avoir un champ, une composante DEH et une composante DEZ. D'accord? Là, c'est celle-ci, DEZ. Alors, je regarde sur le disque, et bien, quel que soit le DS que je vais choisir, il aura un symétrique par rapport à l'axe Z. Donc, ici, j'ai pris le symétrique ds' de ds par rapport à l'axe OZ. Le champ qui va produire, la charge dq' qui va se trouver portée par cette petite surface ds', ça va être le champ que j'ai dessiné en bleu, DE'. D'accord? Alors, on regarde les composantes. Donc, je décompose suivant une direction horizontale et une direction verticale et j'obtiens DE'(H) et DE'(Z). Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que j'ai cette distance-là, qui est la même que celle-là, puisque j'ai pris un ds' symétrique de ds, d'accord? J'ai quoi d'autre? J'ai ds égale à ds', ça veut dire que la charge dq va être égale à la charge dq'. Alors j'ai égalité des charges, égalité des distances, donc égalité des modules de DE et de DE'. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, l'angle ici, alors cet angle étant le même que celui-là, puisque j'ai pris des ds' symétriques, c'est-à-dire qu'il y a égalité entre ces angles, eh bien, les projections DEH et DE'(H) en module vont être égales, et les projections DEZ et DE'(Z) vont être égales en module. Alors, il se trouve que DEH en vecteur est opposé à DE'(H), d'accord? Ça veut dire que les composantes horizontales, eh bien, si je fais tout le tour, si je prends un autre ds avec le ds' symétrique, encore un autre ds avec son symétrique et ainsi de suite, eh bien, à chaque fois, vous allez avoir DEH qui sera opposé à DE'(H), par contre DEZ qui va s'additionner avec DE'(Z), c'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, je n'aurai pas de composante. Quand je fais la somme de toutes les composantes horizontales, eh bien, je vais trouver 0, puisqu'elles sont opposées deux par deux. Par contre, la somme de toutes les composantes verticales, eh bien, elles vont me donner la composante EZ du champ total. Donc, les composantes verticales s'additionnent, les composantes horizontales sont opposées deux par deux, ce qui fait que le champ total, eh bien, je sais d'avance, qui sera porté par l'axe OZ, c'est-à-dire que E, ça sera uniquement la composante EZ. Alors, je vous ai fait ici un dessin de mon disque vu de dessus. Voici les positions des deux petits carrés ds et ds' symétriques par rapport à l'axe OZ qui ici sort de votre écran perpendiculairement à l'écran. Et votre point M se trouve à l'avant de l'écran sur l'axe Z. Voilà.
Est-ce que c'est bon pour la recherche des symétries et la conclusion que ça ne peut être que la composante Z et que les deux autres composantes sont nulles toutes les deux. C'est bon? Alors, je suis allée trop loin. Voilà. Alors maintenant, merci, le plus délicat dans ce calcul, ça va être de définir ma surface élémentaire avec laquelle je vais faire le calcul du champ. Alors, le choix de la surface élémentaire, eh bien, ça va être, il faut se rappeler les résultats qu'on a obtenus quand on a fait le calcul du champ produit par une spire circulaire de charge Q, de rayon R. Eh bien, on va se ramener à quelque chose qui ressemble, je dis pas que c'est la même chose, mais ça ressemble à ce qu'on a vu dans le cas de la spire chargée sur la surface, sur la longueur. Quelqu'un a activé son micro. Selma Belkheib, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais prendre comme surface élémentaire, eh bien, ça va être une couronne circulaire de centre O, de rayon petit r et d'épaisseur dr. Alors, la voici, cette couronne circulaire. C'est ce que j'ai assuré en rouge. Alors, on va regarder la vue de dessus. C'est un petit peu plus facile de comprendre quelles sont les différentes dimensions. D'accord? Donc, j'ai mon disque qui est complètement chargé. Il a pour rayon grand R. D'accord? Et ce que j'ai appelé DS, c'est cette couronne circulaire, d'accord, qui va avoir pour rayon petit r, pour épaisseur dr, ça veut dire on va dire, pour rayon intérieur petit r, et pour rayon extérieur r plus dr. D'accord? Elle a cette couronne circulaire, elle a une certaine largeur en quelque sorte. Elle a une épaisseur. Donc cette épaisseur, je l'appelle dr. Son rayon, je l'appelle petit r. D'accord? Et ma surface ds, eh bien ça va être la surface qui est assurée ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette surface ds? Vous connaissez la surface d'un disque. Vous savez que si vous avez un cercle de rayon R et que vous cherchez sa surface c'est pi multiplié par R au carré. Et bien ici, la surface ds, c'est la différence entre la surface du disque de rayon R plus dr et la surface du disque intérieur qui aurait pour rayon petit r. D'accord? C'est bon? Pour la surface de la couronne circulaire, c'est ce qui reste quand vous prenez la surface du cercle extérieur, donc de rayon petit r plus dr, donc sa surface c'est pi r plus dr au carré, ça c'est son rayon, c'est le rayon du cercle extérieur, moins la surface du cercle intérieur, d'accord? Donc qui a pour rayon petit r. Donc pi r plus dr au carré moins pi r carré. Alors, je développe, je vais avoir ici r carré plus 2 fois, c'est un carré, hein, donc r carré plus 2 fois r dr plus dr au carré. C'est bon? Comme j'ai pris une très très faible épaisseur dr, dr va être très petit devant r. Ce qui fait que dans mes termes, il est où le dr sur le dessin? Ben, il est là. Il est entre les deux flèches. C'est bon? Qui est-ce qui posait la question? D'accord? Oui. Ok. C'est bon?
Alors, je répète, j'ai développé mon carré, donc j'ai R carré plus 2 fois R dr plus dr au carré. D'accord? Alors, je fais la différence, donc je vais avoir pi R carré qui va partir avec ce pi R carré, et il va me rester 2 pi R dr plus pi dr au carré. Or, dr étant très petit devant R, je m'arrange pour que ma couronne circulaire elle ressemble à une spire. Donc, j'ai intérêt à prendre son épaisseur la plus faible possible. D'accord? Ce qui fait que mon pi dr carré va être très petit devant 2 pi r dr. Donc, mon ds, eh bien, je fais l'approximation que c'est pratiquement 2 pi r dr. Ça va? Alors, ça peut aussi se voir si vous considérez cette couronne circulaire comme si vous cherchez sa surface, ça revient au même que la surface d'un trapèze qui aurait pour largeur, pour hauteur plutôt dr, qui aurait pour grande base 2 pi r plus dr et pour petite base 2 pi r. Mais comme dr est très petit devant petit r, eh bien ça revient à la surface d'un rectangle qui aurait pour la largeur dr et pour longueur 2 pi r. Donc encore une fois, ds, quelle que soit la manière de le calculer, ds, eh bien c'est pratiquement 2 pi r dr. C'est une approximation. C'est parce que dr est très petit devant r. C'est bon? Alors, pour être sûr que on a pris qu'on a fait un bon choix de la surface ds, il faut qu'on puisse vérifier que si on fait la somme de tous les ds qui vaudrait 2 pi r dr, je retombe sur la surface totale de mon disque. D'accord? Donc, si je fais la somme de tous les 2 pi r dr, eh bien, je vais intégrer mon ds qui vaut 2 pi r dr entre 0 et grand R pour arriver à couvrir, à balayer la totalité de mon disque. D'accord? Et quand vous calculez cette intégrale, le 2 pi sort, vous allez avoir 2 r dr, c'est-à-dire r carré, d'accord? À prendre entre 0 et grand R, c'est-à-dire grand R carré, donc pi R carré. C'est bon? Donc, mon ds égale à 2 pi R dr, c'était un bon choix de surface élémentaire, puisque ça me donne par un calcul très simple la surface totale si j'intègre les ds. Voilà. Alors, maintenant, eh ben, qu'on a choisi notre surface élémentaire qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu dans le cas de la spire, eh bien, on va pouvoir appliquer le résultat qu'on a obtenu pour la spire. Alors, pour la spire, de rayon R et de charge Q, on avait trouvé que E, c'était uniquement la composante Z et que c'était KQZ sur R carré plus Z carré à la puissance 3/8. D'accord? Eh bien, je vais appliquer ça à une couronne circulaire, d'accord, qui donnerait non pas le champ, non pas la composante Z, mais une partie de la composante EZ. C'est-à-dire que ma couronne circulaire, elle va produire au point M un champ que je vais appeler DEZ et qui ne sera qu'une partie du champ total. D'accord? Pour avoir le champ total, il va falloir que je fasse la somme de tous les DEZ produits par toutes les couronnes circulaires. Alors, j'applique ce résultat, donc ma couronne circulaire, je l'assimile à une spire qui aurait pour charge dQ, d'accord, et qui aurait pour rayon petit r, d'accord, petit r. Et comme charge, sigma ds, donc dQ. Alors, voici
pour faire le parallèle, j'ai mis en bleu la charge qui devient pour DEZ produit par une couronne circulaire DQ et le rayon de la spire qui est devenu pour notre couronne circulaire petit r. C'est bon? Alors voilà, jusque là, je n'ai fait qu'appliquer le résultat qu'on a obtenu pour la spire. Donc j'écris que une couronne circulaire de rayon petit r qui peut varier entre 0 et r, qui porte une charge dQ égale à sigma ds, c'est-à-dire sigma de pi r dr, va pouvoir produire une contribution à la composante EZ que je vais appeler DEZ et qui sera K dQZ sur petit r carré plus z carré à la puissance 3,5. Alors j'ai remplacé dQ par sigma ds, c'est-à-dire sigma de pi r dr. C'est bon. J'ai simplifié parce que alors, pourquoi on n'a pas intégré directement parce qu'on est c'est pas aussi simple que ça. DQ c'est sigma de pi r dr, mais quand vous intégrez DQ pour avoir la charge totale, vous devez, la manière d'avoir, de couvrir, de balayer toute la charge portée par le disque, vous êtes obligé de faire varier petit r entre 0 et r. Or, votre dénominateur, il dépend de petit r. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez ça? Je sais pas si ma réponse est claire. D'accord. Ok. Bon, alors j'ai donc sigma K sigma de pi r dr Z sur R2 plus Z2 à la puissance 3,5. Alors j'ai simplifié parce que K c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, d'accord? Donc je vais le 4 pi va se simplifier avec le 2 pi, donc je n'ai plus de terme en pi au numérateur et je vais avoir un facteur 2 au dénominateur, d'accord? Donc je vais avoir sigma Z sur 2 epsilon 0. Au numérateur, il va nous rester R dr et au dénominateur, ben, j'ai pas de changement, R2 plus Z2 à la puissance 3,5. Ça va? Alors, comme on nous précise que la charge est répartie uniformément sur la surface, eh bien, ça veut dire que sigma est constante et que ça va me simplifier les choses au moment où il faudra intégrer les DEZ, faire la somme des DEZ pour avoir EZ. Alors, EZ, c'est la somme de toutes les contributions des EZ. Alors, pour un point M donné, ben, vous avez fixé la valeur de Z, donc Z est constant, vous le sortez de votre intégrale. Donc, on va avoir sigma Z sur 2 epsilon 0 et je vais intégrer cette expression, d'accord, entre 0 et grand R. Alors là, on va faire le changement de variable qu'on avait fait la dernière fois, il me semble. Alors, on pose U égale à R carré plus Z carré. Donc, on en déduit la différentielle de U qui sera 2R dr plus la différentielle de Z carré, Z étant fixée, ben, ça sera 0. Donc, la différentielle de U, c'est uniquement la différentielle de R carré, c'est-à-dire 2R dr. C'est bon? Donc, E égale EZ égale à sigma Z sur 2 epsilon 0. Intégrale, alors il faut que je change les bornes de l'intégrale parce que j'ai changé de variable, d'accord? Donc, quand
ma nouvelle variable, c'est U. Donc, quand R est égal à 0, ben, je remplace ici. Je vais avoir U qui sera égal à Z carré. Et quand petit r est égal à grand R, ben, je remplace ici. J'ai U qui sera égal à grand R carré plus Z carré. Donc, les bornes de mon intégrale sont devenues Z carré et grand R carré plus Z carré. Alors maintenant, ben, je remplace ma nouvelle variable U. Donc, RDR, j'ai calculé que la différentielle de U, c'est 2RDR. Ça veut dire que mon numérateur, c'est juste la moitié de DU, c'est pas DU. Donc, DU sur 2. Et au dénominateur, je vais avoir U à la puissance 3 demi. C'est-à-dire que ce que j'aurai à intégrer, ça sera U à la puissance moins 3 demi DU sur 2. C'est bon? Alors, c'est de la forme U à la puissance N. Ici, mon petit n, c'est moins 3 demi. Donc, l'intégrale de U à la puissance N, c'est U à la puissance N plus 1 sur N plus 1. Donc, moins 3 demi plus 1, ça donne moins 1 demi. Donc, j'aurai U à la puissance moins 1 demi divisé par moins 1 demi. C'est bon, vous suivez? Alors, donc, cette intégrale me donne ceci. U à la puissance moins 1 demi sur moins 1 demi, mais il ne faut pas oublier ce facteur 2. Hein. Mon facteur 2 est là. Donc, au dénominateur, eh ben, ça va me donner moins 1. D'accord? Et le signe moins, eh bien, il va m'obliger à inverser les bornes de mon intégrale. Alors, U à la puissance moins 1, c'est 1 sur U à la puissance 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine de U. Donc, je vais avoir mon sigma Z sur 2 epsilon 0. Et l'intérieur de mon crochet, c'est devenu 1 sur racine de U. Alors, à cause du signe moins, ben, j'ai inversé les bornes de mon intégrale. Donc, ça allait de Z2 à R2 plus Z2, ben, ça va de R2 plus Z2 à Z2. Et j'écris donc que le champ total, qui est uniquement sa composante EZ, c'est sigma Z. Alors, je remplace. Quand U est égal à Z carré, eh bien, j'aurai 1 sur racine de Z carré. La racine de Z carré, c'est plus Z si Z est positif et moins Z si Z est négatif. Donc, ça veut dire que c'est 1 sur valeur absolue de Z, moins, alors, 1 sur racine de U quand U est égal à R2 plus Z2, c'est-à-dire 1 sur racine de R carré plus Z carré. C'est bon? Alors, j'ai différencié là pour qu'on voit bien ce que ça donne suivant le signe de Z. Si Z est positif, eh bien, je vais avoir ici plus 1 sur Z, d'accord, qui va se simplifier avec le Z. Donc, je vais avoir un facteur 1 ici. Et je retrouve le Z au numérateur dans le second terme. C'est bon? Et je constate que le champ, ici c'est la mesure algébrique hein, du champ électrique, et on constate que cette quantité-là sera toujours plus grande que celle-là. Le dénominateur sera toujours plus grand que le numérateur. Donc, ça veut dire que ce terme-là sera toujours inférieur à 1. Donc, 1 moins quelque chose qui est inférieur à 1 va me donner un résultat positif. Donc, pour Z positif, j'aurai un champ qui sera positif, donc orienté vers le haut. Ça va? Orienté dans le sens positif. Et pour Z négatif, eh bien pour Z négatif, 1 sur valeur absolue de Z, c'est moins Z. Donc, quand vous introduisez le Z, quand vous le distribuez dans votre crochet, ça va donner Z sur moins Z, donc moins 1. Et de ce côté, Z sur racine de Z de R carré plus Z carré. Alors, cette fois, on constate que
Alors, ce terme est toujours plus petit que 1, d'accord? Et donc, vous allez avoir E qui sera toujours négatif quand vous avez le Z qui est négatif. Donc, euh, le champ pour les Z négatifs, c'est-à-dire pour les points M qui se trouveraient en dessous du disque, vous avez la mesure algébrique du champ qui est négative. Ça veut dire que le vecteur E est dans le sens négatif, donc orienté vers le bas. Et c'est parfaitement normal d'avoir un champ répulsif quand la charge est positive. On a pris une charge positive. Hein. Voilà. Alors, voici comment évolue le champ en fonction de Z. Alors, on va regarder les valeurs particulières. C'était peut-être un peu prématuré de mettre le graphe. Voilà, voilà les valeurs particulières. Hein. Quand Z égale 0, ça veut dire qu'on est au centre du disque. Hein. Le point M se trouvant sur l'axe Z, si vous mettez Z égale 0, ça veut dire que votre point M, il est confondu avec l'origine de l'axe Z. Donc, vous êtes au centre du disque. Eh bien, vous avez E égale à plus ou moins sigma sur 2 epsilon 0. Je reviens d'accord, on regarde ce que ça donne quand Z égale 0. Eh bien, vous avez ce terme-là qui disparaît. D'accord? Donc, du côté des Z positifs, eh bien, vous avez E qui est égal à plus sigma sur 2 epsilon 0. Ce terme-là disparaît parce que quand Z égale 0, le numérateur est nul et le dénominateur il vaut R. Et quand Z est négatif, eh bien, vous allez avoir pareil, ce terme-là qui disparaît, et vous aurez E égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. C'est-à-dire que vous avez une discontinuité du champ. Au centre du disque, vu par le dessus, vous avez un champ qui vaut sigma sur 2 epsilon 0, qui est vers le haut, et vu du dessous, eh bien, le champ, il vaut moins sigma sur 2 epsilon 0, le champ est orienté vers le bas. Voilà, vous avez deux valeurs du champ, deux orientations pour le même point, mais c'est parce que c'est soit vu du côté positif, soit vu du côté négatif. Alors ça, c'était ce qui se passe au centre du disque. Maintenant, quand Z tend vers l'infini et quand Z tend vers moins l'infini, eh bien, vous avez le champ qui tend vers 0. Je reviens à mes expressions. Alors, pour calculer les limites, alors j'ai tout intérêt à pour mieux voir le calcul de la limite. Alors, je ne change rien si je divise en haut et en bas par Z. C'est-à-dire que je vais avoir racine de R carré sur Z carré plus 1 ici. D'accord? Alors, attention, si Z est positif, eh bien, je vais avoir le signe moins qui va rester ici et j'aurai 1 sur racine de 1 plus R2 sur Z2. Quand Z tend vers l'infini, ben, vous voyez bien que ça va tendre vers 0. D'accord? Alors, dans l'autre cas, pour Z tendant vers moins l'infini, eh bien c'est ce terme-là, cette expression-là, pour laquelle vous calculez la limite quand Z tend vers moins l'infini. Alors attention, si je divise ici ce qui va être, quand Z est négatif, la grandeur qui sera positive, ce sera moins Z. Donc j'aurai un plus ici, d'accord? Et j'aurai un 1 ici sur racine de R carré plus Z carré plus 1. Alors, quand Z tend vers moins l'infini, eh bien, j'aurai le terme R carré
R carré sur Z2 qui va tendre vers 0. Et vous allez avoir ici plus 1, moins 1, égale 0. Alors qu'en haut, ce terme-là, il tendait vers 1 et vous aviez 1 moins 1 égale 0. Alors, je vous laisse le soin de calculer les limites quand Z tend vers plus ou moins l'infini. C'est une intégrale, c'est une limite assez simple à trouver. Alors maintenant, quand R tend vers l'infini, eh bien mon disque, eh bien ça devient un plan de dimension infinie. Eh bien si vous faites tendre R vers l'infini, ben, vous vous rendez compte que votre champ, il va tendre vers plus ou moins 2 sur 2 epsilon 0. Je vous rappelle que c'est un calcul qu'on a fait grâce au théorème de Gauss. Et on a trouvé que le champ produit par un plan infini, il avait la direction perpendiculaire au plan et qu'il avait pour module sigma sur 2 epsilon 0, qu'il était, si sigma est positif, orienté vers le haut au-dessus du plan et vers le bas en dessous du plan. Voilà donc la courbe du champ en fonction de Z, si R tend vers l'infini, si R devient très très grand. Voilà. Est-ce que c'est bon? Si vous avez besoin, vous me dites. Si vous voulez que je détaille dans le PDF que je vous enverrai, si vous avez besoin que je détaille les limites quand Z tend vers plus ou moins l'infini, je peux le rajouter dans le PDF. C'est bon? Vous allez vous en sortir ou vous voulez que je mette? Oui? D'accord. Ok. Alors, on passe au calcul du potentiel. Alors, je vous rappelle qu'on a deux manières de calculer le potentiel, soit le calcul direct, soit passer par la relation entre le champ et le potentiel. Alors, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire qu'on va utiliser le résultat qu'on a obtenu. On va faire du calcul direct d'abord, hein. Alors, on va utiliser le résultat qu'on a obtenu pour une spire de rayon R et de charge Q. On avait trouvé que le potentiel, c'était KQ sur racine de R carré plus Z carré. Eh bien, on va dire que le potentiel produit par une charge, par une couronne circulaire de charge dQ et de rayon petit r, eh bien, ça aura la même forme, c'est-à-dire qu'à la place de Q, je mets la charge portée par la couronne circulaire, donc dQ. Et pour rayon de la spire, eh bien, je mets le rayon de la couronne circulaire qui est petit r. C'est bon? Alors, je remplace dQ par sigma ds, ds étant égal à la surface de la couronne circulaire, c'est-à-dire dpi r dr. C'est bon? Et je me retrouve avec une contribution au potentiel, dV, qui est égal, donc le potentiel produit par la couronne circulaire de rayon petit r, qui a cette forme-là. Donc K sigma dpi r dr sur racine de R2 plus Z2. Et comme je cherche le potentiel total, eh bien je vais faire la somme de toutes ces contributions au potentiel. Donc je fais l'intégrale de tous les dV pour avoir le V total. Alors, mon intégrale, eh bien, pour couvrir la totalité du disque, eh bien, je fais varier petit r entre 0 et grand R. Et j'aurai donc K sigma, l'intégrale de K sigma depuis R dr sur racine de R2 plus Z2. Je fais la même simplification que tout à l'heure. K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, ça va me donner je sors le sigma puisqu'il est constant, donc ça me donne sigma sur 2 epsilon 0.
Et ce qui me reste dans l'intégrale, c'est RdR sur racine de R2 plus Z2. Alors, je fais le même changement de variable que tout à l'heure. U, c'est R carré plus Z carré. DU, Z étant constant, eh bien, ça sera uniquement la différentielle de R carré, c'est-à-dire de R dr. Et je réécris mon intégrale en remplaçant, alors, R carré plus Z carré par U, en remplaçant RdR par DU sur 2, ça va? Et en remplaçant les bornes, comme tout à l'heure, quand R égale 0, eh bien U va être égal à Z carré, et quand R est égal à grand R, U va être égal à grand R carré plus Z carré. Alors, je réécris donc mon intégrale. Sigma sur 2 epsilon 0, intégrale entre Z carré et R carré plus Z carré, de U à la puissance moins 1,5, puisque j'ai 1 sur racine de U, multiplié par DU sur 2, puisque j'ai RdR et non pas 2RdR, donc c'est DU sur 2, c'est bon. Alors l'intégrale, ça sera U à la puissance, alors c'est de la forme U à la puissance N, donc son intégrale c'est U à la puissance N plus 1 sur N plus 1. Ici mon N c'est moins 1,5, donc moins 1,5 plus 1 ça donne plus 1,5. Donc, U à la puissance 1,5 sur 1,5. C'est bon? Alors, j'ai toujours le facteur 2, donc qui va partir avec le 1,5. Et j'obtiens sigma sur 2 epsilon 0, racine de U. C'est bon? À prendre entre Z carré et R carré plus Z carré. Alors, je remplace U par R2 plus Z2. Et je remplace U par Z carré. Racine de Z carré, c'est la valeur absolue de Z. Voilà donc le potentiel produit par un disque de rayon grand R de densité de charge sigma en un point qui se trouve à la distance Z sur l'axe Z. Voilà. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que si sigma est positif, comme je l'ai pris ici, eh bien V sera toujours positif parce que cette expression sera toujours positive. C'est normal, puisque la racine carrée de R carré plus Z carré sera toujours plus grande que la valeur absolue de Z. C'est bon? Voilà. Donc voici le potentiel en fonction de Z. Alors, l'autre calcul, eh ben, ça c'est l'autre méthode, hein, la deuxième méthode, c'est d'utiliser la relation entre le champ et le potentiel. Donc, E égale moins gradient de V, sachant que E n'a que la composante EZ, eh bien, ça veut dire que V ne dépendra que de Z, c'est-à-dire que quand vous écrivez, je vous rappelle que quand vous écrivez que E c'est moins gradient de V, ça revient à écrire trois relations. EX égale moins dérivée partielle de V par rapport à X, EY égale moins dérivée partielle de V par rapport à Y, et EZ égale moins dérivée partielle de V par rapport à Z. Or, il n'y a ni composante EX ni composante EY, donc les dérivées partielles de V par rapport à X et à Y sont nulles, donc je peux dire que EZ qui est égal à moins dV sur dz, c'est aussi moins la dérivée tout court de V par rapport à Z. Alors, j'écris donc que dV égale à moins E de Z. Ça veut dire que si je veux obtenir E, eh bien, je dois intégrer moins intégrale de E dz. Alors, je réécris le résultat que j'ai obtenu pour E. Alors, j'ai trouvé que
sigma z sur 2 epsilon 0 facteur 2, 1 sur valeur absolue de z moins 1 sur racine de r carré plus z carré. D'accord? Je multiplie par des z. Alors, je peux inverser l'ordre des termes dans cette différence pour me débarrasser du signe moins. D'accord? Donc, ça donne le sigma z sur 2 epsilon 0. J'ai juste inversé l'ordre des termes ici. Et j'obtiens un signe plus là. Et maintenant, pour avoir V, eh bien, j'intègre cette expression en fonction de Z. Alors, le changement de variable, ici, ma variable, c'est Z, hein, d'accord? Alors, mon changement de variable, ça va être R carré, U égale R carré plus Z carré. DU, ça va être, sachant que R est constant, du, ça va être le différentiel de z carré, c'est-à-dire de z des z, ça va? Et mon intégrale, alors ce changement de variable, il ne vaut que pour le premier terme. Hein. Vous êtes d'accord que le deuxième terme, quand j'écris z divisé par valeur absolue de z, je vais obtenir plus ou moins 1. D'accord? Donc ça va être facile à intégrer. Hein. Donc, premier terme, son intégrale, c'est sigma sur 2 epsilon 0, intégrale de du sur racine de u. Alors, multiplié par 2 parce que j'ai du sur 2, moins, alors le z, si je l'introduis ici, ben, ça me donne z sur valeur absolue de z, donc ça sera plus 1 si z est positif et moins 1 si z est négatif. Donc j'ai mis plus ou moins 1 multiplié par des z. Alors l'intégrale du premier, ma première intégrale, eh bien ça va me donner racine de u. Et ma deuxième intégrale, eh bien l'intégrale de plus ou moins des z, c'est plus ou moins z, c'est-à-dire la valeur absolue de z. Voilà, donc je me retrouve avec sigma sur 2 epsilon 0. Alors, racine de u, c'est racine de r carré plus z carré. Et plus ou moins z, c'est la valeur absolue de z, plus la constante d'intégration que je peux trouver si je dis que le potentiel est nul pour z qui tend vers l'infini. Voilà. C'est bon? Alors, dernière situation. Alors là, on ne traitera pas d'exemple. Hein. C'est si j'ai une charge qui est répartie de manière volumique, c'est-à-dire que j'ai un corps de volume V et que la charge se trouve répartie dans ce volume. Alors à ce moment-là, eh ben, je vais diviser le volume en petits éléments dV. Regardez, j'ai mis un petit cube qui va représenter cet élément de volume qui sera le volume élémentaire à l'intérieur de ce corps qui est chargé en volume. Chaque petit volume dV va porter une quantité de charge dQ. Et chaque petite, si dV est assez petit, eh bien la charge dQ qui va porter va pouvoir être considérée comme une charge ponctuelle, qui va donner un champ DE, qui aura cette direction-là, qui aura ce sens-là si la charge est positive, et le sens attractif si la charge est négative. Alors, bien entendu, il faut que les dV soient tels que V, c'est la somme de tous les dV, et que les charges portées par chacun des petits volumes soient telles que, quand vous les additionnez toutes, elles vous donnent la charge totale. Voilà. Donc, chaque élément de volume, chaque élément de charge dQ va créer un champ dE, un potentiel dV, et il va falloir faire la somme de tous les dE pour avoir le champ total, et faire la somme de tous les dV pour avoir le potentiel total. Alors ici, on définit ce qu'on appelle une densité volumique de charge, donc la quantité de charge par unité de volume,
qui s'exprime en coulomb par mètre cube. Et si ρ est constante, eh bien, on dit que le volume est uniformément chargé. Voilà. Alors, je traite pas d'exemple parce que c'est trop compliqué. Les distributions volumiques de charge. C'est bien pour ça qu'on préfère utiliser le théorème de Gauss quand on a affaire à une densité volumique ou une densité surfacique de charge. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? D'accord. Eh ben, je vous laisse partir. Alors, bon après-midi.